only discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue dans l'Afro-écologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Aujourd'hui, pour poursuivre nos portraits de véganes noirs, j'ai le plaisir d'accueillir Danny Mboumba. Bonjour Danny. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter, de nous expliquer un peu qui tu es ? Alors je suis chanteur, musicien, poète et disons que j'aime dire que je suis un poète penseur. Et comment est-ce que tu définis ton régime alimentaire ? Mon régime alimentaire, il est vegan, végétalien, vegan. Quand et comment est-ce que tu es devenu vegan ? Qu'est-ce qui t'a amené vers ce choix-là ? Alors ça fait maintenant 17 ans, 18 ans que j'ai embrassé ce régime-là. Pourquoi ? Pour des raisons au départ, disons spirituelles. Quand je faisais mes recherches spirituelles, m'est venu, assez simplement de comprendre qu'il fallait que je sois vegan pour tout simplement ne pas alourdir mon âme. Voilà, l'idée était vraiment dans ce sens-là au départ pour expliquer avec des mots assez simples. Puis ensuite, à force de le faire, j'ai continué de l'être pour des raisons purement altruistes aussi. C'est-à-dire que je trouvais tout à fait normal de ne pas consommer ce qui avait pu être en vie. Puis ensuite, pour des raisons un peu plus écologiques, ça s'est venu un peu plus tard. Mais disons qu'au départ, c'était pour des raisons purement spirituelles. Voilà, il fallait dans mes pratiques spirituelles garder un maximum mon âme légère. Ensuite, donc ça a été des raisons plus altruistes, à savoir j'aime les animaux, j'aime les êtres vivants, quels que soient-ils. Il était normal pour moi de pas les manger. Et puis ensuite, pour des raisons un peu plus écologiques, parce que le véganisme, en tout cas de consommer de la viande et consorts, ça coûte beaucoup à la terre, ça coûte beaucoup à la nature et aux éléments et au système naturel de la vie. Et puis pour une dernière raison aussi, pour des raisons un peu plus politiques, disons. 17-18 ans, c'est énorme. C'est énorme en fait. En dehors des personnes que j'ai interrogées qui étaient nées véganes, je pense que c'est toi qui as été végane le plus longtemps, je pense. Et est-ce que tu as vu un impact sur ta santé mentale ou ton corps pendant ces 17-18 ans de véganisme ? Clairement, sur ma santé mentale, très clairement, parce que ça me permet, comme je disais au départ, le but était de ne pas alourdir mon âme. Ça peut paraître un peu pompeux comme ça de dire ça comme ça, mais c'est réellement ce qui se passe, c'est que me concernant, le rapport à la chair morte me coûte beaucoup dans mon esprit, me coûte beaucoup dans ma perception de moi-même vis-à-vis des autres, et des autres, j'entends les animaux. Ça me coûte beaucoup en termes de récupération, en termes de considération de l'autre, et du coup, ça pouvait prendre beaucoup d'espace dans mon esprit. Et du coup, de pas en manger, ça me laisse tout justement cet espace tout à fait libre pour me sentir bien et me sentir opérer des mécanismes plus efficaces quand j'ai besoin de me sentir bien physiquement. Ouais, je pense qu'il y a un rapport de digestion déjà très clairement qui demande moins d'efforts quand on est vegan, qui demande moins d'efforts au corps pour la digestion. Puis simplement la peau, je le vois sur ma peau, je le vois sur mon cardio, je le vois sur mon taux de cholestérol, toutes ces petites choses-là, quand je fais mes checks chez un médecin, le médecin me dit aussi que effectivement le fait que je sois vegan, ça contribue à ce que j'ai une santé plutôt correcte. Je suis tombé très peu malade, je touche du bois. Ça contribue à des récupérations plus rapides quand j'ai besoin de récupérer pendant des coups de fatigue ou une petite ou un petit coup de froid passager ou quelque chose comme ça. Voilà, je récupère assez rapidement. Puis j'ai déjà pu faire le constat comparé à d'autres qui ne sont pas véganes, d'autres de mes proches qui ne seraient pas véganes. J'ai déjà pu constater qu'effectivement j'avais un temps de récupération beaucoup plus rapide et une résistance aussi, un cardio, tout ça un peu plus solide. C'est clairement lié à mon régime alimentaire. Et je le vois aussi, je le vois sur la pousse de mes cheveux, je le vois sur la pousse de mes ongles. Disons que voilà, je pense que ça joue beaucoup
le fait de manger essentiellement des fruits et des légumes. Et je suis assez d'accord. Je trouve que le fait de retirer en tout cas pour moi, retirer la culpabilité de manger de la mort, ça m'a fait beaucoup de bien psychologiquement. Donc je te rejoins sur ça. Même je sais que du point de vue des personnes qui écoutent, ça peut paraître bizarre s'ils sont pas véganes, mais c'est quelque chose qu'on expérimente en fait. Ça retire, en tout cas pour moi, ça m'a retiré une sorte de fond négatif mental que j'avais. Tu as dit, ça a commencé par la spiritualité et puis ça t'a amené vers d'autres choses. Comment est-ce que tu définis ta spiritualité? Disons que depuis assez jeune, je suis assez curieux, j'aime la vie de manière assez générale. J'ai grandi dans une famille assez religieuse, chrétienne, donc du coup, j'avais une certaine appétence déjà quant au rapport à la spiritualité, disons. De ça, donc j'ai commencé à faire moi-même mes propres recherches parce que bon, bah, en grandissant, à un moment donné, je me suis rendu compte que je me reconnaissais pas forcément dans la spiritualité que me proposaient mes parents ou ma famille, plus largement. Donc du coup, je fais mes recherches et je rencontre par le biais de mes recherches différentes personnes, dont un de mes cousins qui m'a quelque part initié un peu aux voies du véganisme et tout, par le biais donc d'une voie spirituelle qu'on appelle la voie des satsangi, et avec un maître spirituel qui s'appelle Sant Rajinder Sinji Maharaj, pardon. C'est un maître indien qui propose une voie spirituelle qui me correspondait plus à ce moment-là, parce que voilà, elle emmène dans une voie de l'intériorisation, dans une voie de l'introspection, ce qui me correspondait plus à ce moment-là. Et dans cette voie, il y avait donc ce rapport au véganisme qui voilà me parlait du coup, m'a parlé tout de suite. Et de fil en aiguille, j'ai continué mes recherches toujours plus parce que j'avais besoin de me découvrir aussi spirituellement, de découvrir mon identité spirituelle. Et en tant qu'homme noir, voilà, c'était tout de suite, très tôt pour moi, compliqué de me reconnaître via le christianisme. Entre-temps, j'avais ce qu'on appelle shahad, je m'étais converti à l'islam. Donc à ce moment-là, j'avais 17 ans, 18 ans à peu près. J'ai étudié aussi la voie du soufisme. J'ai continué à chercher ma voie, jusqu'à ce que je me rapproche de plus en plus d'une spiritualité, disons, africaine, afro-centrée. Donc de recherche en recherche, j'ai pu me reconnaître bien plus par les préceptes de la spiritualité africaine qui entend vouloir se trouver en tant qu'individu pour justement mieux se connecter aux autres individus. Donc là encore une fois, le principe du véganisme prenait tout son sens via la spiritualité africaine que je découvrais. Le rapport à l'amour des autres et à l'amour de soi prenait tout son sens aussi. J'ai du coup continué comme ça sur cette voie, à chercher, à me documenter sur ce qu'avaient pu être les spiritualités africaines, différentes connaissances via différentes personnes, via différents bouquins, pour faire ma spiritualité qui me conviendrait plus, quoi. Sur Instagram, j'avais fait un sondage pour demander qui s'identifiait dans les personnes qui me suivaient au kémitisme et au kamit, et tu avais répondu que toi, tu te revendiques kamit. Comment est-ce que tu définis le kamitisme pour les personnes qui n'y connaissent rien? En mon sens, c'est une spiritualité qui émane de la jeunesse quelque part et qui englobe toutes les réalités possibles de la vie, Sous-entendu, elle fait référence à une recherche d'amour absolu, d'amour inconditionnel pour soi-même et pour toute forme de vie. Disons que le kémétisme, pour moi, amène à des pratiques qui correspondent exactement à ce que je ressens profondément en moi, ce que je ressens le besoin d'être et de faire dans cette vie, à savoir la considération de l'autre, la considération de ma propre personne, l'empathie, l'amour et le respect de soi et des énergies alentour, des énergies autour. Le kémétisme, c'est la recherche continuelle de l'amour absolu, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Pour toi, il y a vraiment un lien entre kémétisme et véganisme. C'est pas deux choses séparées dans ta vie. C'est des choses qui s'emboîtent. C'est des choses qui s'emboîtent et c'est des choses qui pour ma part sont même indissociables. On parle de la vie absolue, de l'amour absolu, et je lisais une fois dans un bouquin, je sais plus lequel, qui disait que effectivement Kemet et vegan étaient indissociables. Pourquoi? Parce que nos corps n'étaient pas des cimetières. Sous-entendu, on n'est pas fait pour manger de la chair morte.
je comprends mieux le kamitisme en t'entendant parler, parce que je suis pas une pro du sujet, mais ce que j'entends en fait, c'est que la spiritualité passe beaucoup par l'entretien des relations interpersonnelles et être sûr en fait de toujours donner de l'amour autour de toi, si je comprends bien. Exactement. Un autre point que tu as dit qui m'intéresse beaucoup, c'est l'amour de soi, où je pense que c'est quelque chose qui est très important pour les peuples noirs, parce qu'en fait on a quand même, enfin les afrodescendants, on a quand même une histoire d'humiliation. Et du coup, avoir une spiritualité qui te pousse à t'aimer toi-même, je trouve que c'est important. Comment se manifeste l'amour de toi-même, ou comment est-ce que tu prends soin de toi? C'est clairement important et primordial pour une élévation d'esprit. L'amour de soi, c'est clairement important et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre peuple, il a été plus que n'importe lequel amené à l'humiliation, parce que ça fait partie intégrante de notre histoire, l'amour de soi. Ça fait partie intégrante de nos sciences et de nos spiritualités. Pourquoi c'est important et comment je le mets en pratique? D'une, déjà, dans mes pratiques quotidiennes, c'est le rapport à ce que j'ingère, que ça soit en termes d'aliments, en termes d'informations, en termes d'énergie. Le fait d'être vegan, typiquement, c'est par amour de soi que je le fais, par amour de ma personne que je le fais. Il y a aussi ce rapport aux énergies qu'on laisse approcher auprès de nous. Enfin, c'est aussi une forme d'amour et de respect pour soi quand il s'agit de faire attention à ce qu'on laisse approcher auprès de nous pour ne pas générer justement des énergies retour qui seraient des mauvaises énergies, c'est-à-dire que ça a été prouvé que par exemple de manger de la viande génère, ça sécrète je sais plus comment ça s'appelle, mais quelque chose qui générerait de la colère beaucoup plus que ceux qui seraient véganes. Disons que j'ai déjà lu que les personnes qui mangeraient de la viande seraient plus sujettes à la colère par exemple, ou à la fatigue ou à ce genre de sensations un peu à d'autres sensations négatives que la colère. Par considération de soi, il faut l'idée est de rester loin de toutes ces choses qui nous amèneraient à générer de mauvaises énergies. Donc oui, moi du coup pour prendre soin de moi et par amour de moi-même, je fais pas mal de sport, je lis, j'essaye d'échanger avec des gens, avec différentes personnes. Ça c'est des choses c'est des choses qui arrivent, qui existent aussi dans différentes spiritualités. Le fait de partager son temps, partager de son énergie avec d'autres afin de générer justement, de créer un cercle vertueux, disons. Je sais pas si je suis clair là, mais prendre soin de moi, c'est vraiment toutes ces petites choses que je fais. Donc voilà, le véganisme, la lecture, le sport, l'échange avec les autres, le partage, donner pour recevoir, quand on donne du mieux pour recevoir du mieux. Oui, je pense que c'est très clair. J'ai l'impression qu'il y a d'une part un travail sur toi de nourrir ton esprit et ton corps correctement, et aussi en fait de t'entourer de personnes qui sont dans les mêmes dynamiques pour pas faire retomber C'est ça, l'énergie. exactement. Est-ce que c'est facile d'être kamite et végétalien en France? Est-ce que tu trouves en fait des gens qui sont dans ces mêmes énergies que toi là où tu es? Plus jeune, aujourd'hui, ça l'est, en 2022, ça l'est un peu plus qu'avant. Quand moi j'ai commencé le véganisme, disons que c'était pas forcément simple parce qu'il y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui, et puis ça l'était encore moins pour un jeune homme noir, bien qu'avant je me revendiquais pas forcément kamite, mais j'étais malgré tout un jeune homme noir. Donc du coup, c'était une réalité qui était pas forcément simple à gérer, mais que je gérais parce que Dieu merci, j'étais pas non plus tout à fait seul dans mon délire, si je peux dire ça comme ça. Oui, non, c'était pas forcément simple. Aujourd'hui, ça l'est un peu plus parce que voilà, c'est quelque chose d'un peu plus trendy, quelque chose d'un peu plus populaire, le véganisme. En étant et kamite et vegan, disons que on peut s'y retrouver. Après, il y a certains endroits où ça reste pas simple parce que il s'agit pas simplement d'être vegan pour être vegan, c'est vraiment toute j'ai envie de dire toute une philosophie que d'être kamite et vegan. Il y a tout un process derrière qui implique du coup des pratiques, qui implique des façons à respecter assez assidûment. C'est pas toujours simple, mais il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui pour pouvoir partager ces expériences et cette vie de kamite et vegan. Donc aujourd'hui, disons que c'est assez gérable. Oui, c'est de plus en plus facile. Mais il y a 18 ans, tu devais te sentir un peu seul. Aussi, donc les gens vont voir sur ta photo, tu portes des dreadlocks. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié avec le kamitisme et le végétalisme? Ou est-ce que c'est esthétique?
c'est avant tout et surtout partie intégrante de mon identité. Bien sûr, il y a un bout d'esthétique aussi parce que je trouve ça vraiment très 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 beau, mais c'est avant tout, c'est comme des antennes. C'est un peu comme des antennes par lesquelles je me sens lié un peu aux éléments ou je me sens lié à la nature. Je me sens avec mes dreads, je me sens parfois plus proche. Bon, ça, je le dis pas trop parce que voilà, ça peut ne pas être forcément compris, mais ouais, je dirais, je me sens beaucoup plus proche des arbres. Je me sens proche d'un arbre avec mes dreads. Je me sens proche d'un arbre, je me sens la ressemblance avec un arbre. Donc j'aime cette idée, j'aime cette image, j'aime surtout l'énergie qu'elle me procure. L'idée d'avoir des dreads, c'est un peu aussi une couronne, comme on peut dire aussi souvent. C'est ma couronne, ça me permet de me rappeler et surtout mon identité, elle est qu'à mettre, quoi. C'est très intéressant parce que ce que j'entends encore une fois, c'est à la fois c'est une couronne, donc en fait ça fait partie de l'amour de soi, Ouais. et également en fait de l'amour des autres puisque ça te rappelle que tu fais partie d'un tout du coup, comme quand tu dis je me sens être un arbre. Tu fais également un gros travail sur, parce qu'on a parlé d'hommes noirs, sur les masculinités. C'est un sujet qui t'intéresse et tu m'as dit que tu as un projet au Congo. Est-ce que tu souhaiterais expliquer un peu au Congo et en France? Est-ce que tu souhaiterais expliquer un peu ce que tu veux faire par rapport aux hommes noirs ici et là-bas? Bah, j'ai un projet qui d'abord commence d'abord en France. Je l'ai pas commencé au Congo. Il est d'abord en France parce que je vis en France et j'aimerais d'abord le faire vivre ici. C'est un projet qui tend à proposer un espace de discussion, un espace d'expression pour les hommes noirs. Partant de ma propre expérience, j'ai pu constater qu'on avait beaucoup d'endroits où on était bloqué sur l'expression de nos sentiments, sur l'expression de nos émotions, et ce qui pouvait du coup nous porter préjudice pour pouvoir évoluer dans une vie sociale, dans une vie ou même dans une vie spirituelle. En fait, et ce projet en fait tend à proposer un espace de discussion, d'expression, et pourquoi pas un espace où il y aurait aussi des réponses pour les hommes noirs et leur rapport à leur vulnérabilité. Et ce projet se présentera dans un premier temps sous forme de podcast, mais très bientôt, je suis sur le point de divulguer dans son entièreté le projet, mais voilà, très très bientôt là. Dans un premier temps, ça se présentera sous forme de podcast avec des projets artistiques qui accompagneront tout le process. Tu l'as déjà un peu mentionné dans ta description, quand tu interagis avec des hommes noirs, même en dehors de ce projet, quel exemple de masculinité est-ce que tu souhaites donner? Je souhaite transmettre une nouvelle forme de confiance, une nouvelle forme d'amour de soi. C'est vraiment un travail que je fais déjà depuis des années dans un premier temps avec mes frères, avec mes fils. Je suis issu d'une grande famille où on est beaucoup d'hommes et de garçons. Ça me permet avec les hommes de ma famille, de justement mettre en pratique toutes ces idées que je souhaite développer et proposer à un maximum d'hommes. Ce que je souhaite proposer et ce que je tends à montrer, à donner comme exemple, très humblement, c'est vraiment de prendre l'espace dans cette vie pour exprimer au mieux ce qui vit en chacun de nous et comprendre pourquoi il est nécessaire et important de s'écouter, de s'ouvrir et de s'accepter en fait tel qu'on est, peu importe la vision, la direction, l'endroit où on veut être. Nous autres, les hommes noirs, on nous a beaucoup cantonné à 2 ou 3 types de possibilités de personnages et l'idée c'est d'ouvrir un champ des possibles et donner l'exemple aux hommes noirs en moi-même m'exprimant un maximum et surtout en prenant cet espace un maximum pour que d'autres veuillent le faire aussi et accepter ceux qui le font parce que c'est plus censé être un problème à un moment donné de voir un frère noir qui exprime sa vulnérabilité. C'est plus censé être quelque chose qui nous rebute ou qui nous gêne ou qui nous fait honte ou quoi. Non, c'est censé être quelque chose qui au contraire nous encourage du coup à en faire autant. C'est la meilleure façon de trouver sa vérité, de trouver sa spiritualité qu'en étant vulnérable, qu'en étant OK avec ce qu'on ressent et de pouvoir avoir la force de l'exprimer. C'est vraiment cet endroit que j'essaye dans un premier temps, déjà, comme je disais tout à l'heure, avec mes frères, avec mes amis autour de moi, mes fils. C'est vraiment comme ça que j'essaye de donner l'exemple. C'est pas toujours simple parce que c'est une forme de mise à nu
oser être autre chose que ce qu'on attend de nous en fait, mais d'être juste simplement ce que nous-mêmes on a envie. Ça demande une forme d'audace et de courage qui absolument tout le monde a au fond de lui. Et voilà, l'idée c'est de donner le pas et que d'autres suivent en fait. Je te l'ai dit en off et je le dis aussi en public, j'aime beaucoup ce projet. Je trouve que les contenus que j'ai vus par rapport à la masculinité jusqu'à maintenant, ils faisaient le contraire de ce que tu dis. En fait, ils vont encore plus dans le côté contrôle tes émotions. J'aime beaucoup le fait que pour toi, la force, en fait, c'est d'accepter ses émotions, de les exprimer et d'accepter de ne pas être les 2-3 modèles que les hommes noirs ont. C'est-à-dire, je sais pas, la colère, ce type d'émotion. Donc, j'aime beaucoup ça. Et comment est-ce que ça se manifeste dans l'éducation de tes fils? Parce que t'es un papa investi, on voit un peu ta famille sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous parlez beaucoup ou... Déjà, clairement, on parle beaucoup. On parle beaucoup et il y a des mots, par exemple, des façons de se parler qui sont clairement interdites d'être utilisées. Il y a des mots qui n'existent pas dans notre vocabulaire, en tout cas dans le mien vis-à-vis de mes enfants. En fait, c'est toujours pareil, c'est en m'appuyant sur ma propre éducation et ce qui, moi, par exemple, a pu me manquer ou a pu me blesser ou quoi de mon éducation. Voilà, je sais que chaque parent fait toujours de son maximum et du mieux qu'il peut. Moi y compris, j'imagine bien que j'aurai aussi des choses, je leur laisserai certainement, j'espère le moins possible, mais des choses à réparer. Mais justement, pour leur laisser le moins de choses à réparer, mes enfants, je parle énormément avec eux, je leur fais savoir de manière très consciente qu'ils peuvent exprimer absolument tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils ressentent. L'idée est simplement que le fond prend toute sa valeur en y mettant la forme, quoi. C'est-à-dire que évidemment, on peut se parler de tout, d'absolument tout, mais je leur fais savoir aussi que je suis leur père et évidemment c'est pas parce qu'on peut quand je dis qu'on peut se parler de tout et que je leur laisse l'espace de me parler, c'est avec ses limites aussi, pas avec ses limites, c'est-à-dire avec les bonnes formes qu'on peut pas exprimer sans considération de l'autre. Justement, l'idée c'est de les accompagner à prendre confiance en eux pour que chaque ressenti qu'ils ont soit pas quelque chose de gênant pour eux, soit pas quelque chose de gênant pour eux vis-à-vis des autres ou gênant vis-à-vis d'eux-mêmes. Non, c'est juste, tu ressens une chose, t'as le droit de la ressentir, essaye de la comprendre, t'as le droit de l'exprimer, t'as le droit voilà, c'est vraiment dans ce climat-là que j'essaye d'être avec eux. Pour donner une idée, c'est que dans mon éducation, voilà, l'éducation un peu, il y a beaucoup d'afro-descendants qui ont à peu près cette même éducation, c'est-à-dire que il y a une forme de, à cause de la hiérarchie, c'est-à-dire parents, grands frères, grandes sœurs, machin, il y a des choses quand on est le petit frère ou le fils en tout cas le plus petit dans la hiérarchie, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer parce que on n'aurait pas le droit, parce ça serait pas correct d'en parler, parce que ça serait pas ci, ça serait pas ça. Et de pouvoir en parler, peut-être que justement, ça épargnerait beaucoup de mots, MAUX, ça nous épargnerait beaucoup de mots. Si, par exemple, nos pères ou nos grands frères nous préparaient un peu plus au rapport à la vie de couple, nous parleraient plus franchement des rapports sexuels, par exemple, ça nous épargnerait peut-être beaucoup plus de soucis, quand j'entends soucis, de déception ou d'incompréhension ou de peine de cœur ou machin. Ça nous aiderait peut-être plus si on se parlait plus franchement à un moment donné de nos vies. Ça serait, et disons que bon là je suis pas encore à l'âge avec mes enfants de parler de rapports sexuels, mais disons que je peux déjà leur parler de rapports homme-femme, de rapport homme-homme même, que le rapport homme-homme, il s'agit pas simplement de rapport de force ou de rapport de domination ou de quoi, et idem pour le rapport homme-femme. Je peux déjà parler avec mon grand de tout plein de ces choses-là et lui laisser l'espace justement de lui m'exprimer ce qu'il en pense et d'essayer de comprendre pourquoi il les pense comme ça et si j'ai un conseil ou deux à lui transmettre, je peux déjà lui transmettre et après voilà, il en fera ce qu'il en fera, mais au moins l'information il l'a eu assez jeune pour qu'elle s'installe dans son cerveau, quoi. Et du coup, là, tu as parlé de vie de couple, parlé de relations amoureuses et puis plus tard, quand ils seront plus grands, de relations sexuelles. Quelle éducation par rapport à la féminité tu souhaites donner aux hommes noirs? Moi, j'aurais aimé, par exemple, plus jeune, qu'on me fasse comprendre pourquoi il est important de se connaître soi avant d'envisager une quelconque relation. J'aurais aimé, par exemple, que je sois d'une éducation où
voilà, où on m'encourage plus à me chercher moi, plus qu'à devoir être un bon genre de gars pour une éventuelle vie de couple ensuite. C'est que j'ai la sensation que, en fait, on éduque les jeunes hommes, y compris les jeunes femmes, à des éventuelles vies de couple. On nous éduque pas à être heureux avec nous-mêmes. On nous éduque pas à nous connaître nous-mêmes. On nous éduque à être bien construit pour une éventuelle vie de couple. Faut que tu sois bien comme ça parce que si t'es pas assez bien, tu trouveras pas de femme bien. Avant de trouver une femme bien, j'ai envie de me trouver d'abord moi-même bien en fait. Et l'idée c'est ce que j'essaye de faire du coup avec mes gars, c'est que j'essaye de les encourager à faire le maximum d'expériences, mais des expériences personnelles, pas des expériences qui impliquent d'autres gens. D'abord des expériences avec eux-mêmes, c'est-à-dire aller chercher ce qui les fait vibrer en eux, ce qui les fait se sentir en phase avec eux-mêmes, ce qui les fait se sentir heureux, ce qui les fait se sentir beau, ce qui les fait se sentir intelligent, ce qui les fait se sentir aimés d'eux-mêmes. Et ensuite, une fois que tu connais tout ça, une fois que tu sais ce qui te fait te sentir bien avec toi-même, t'es plus à même du coup de savoir avec qui t'as envie d'échanger ces énergies, tout justement. C'est un peu grosso modo l'idée dans laquelle j'éduque moi mes gars, c'est vraiment, je leur parle vraiment en leur faisant comprendre que les gars, explorez votre sensibilité, mais genre dans les quatre coins de votre intérieur en fait, sans retenue, sans chercher à devoir plaire à un tel ou une telle. D'abord, faut que vous vous plaisiez à vous, en fait. Quand tu te regardes dans le miroir, quand tu te regardes dans ton miroir intérieur et que t'es OK avec toi-même, bah, du coup, ceux avec qui tu pourrais être OK dans un avenir plus loin, tu les reconnaîtras parce que vous allez vibrer sur la même fréquence. Donc, ça sera plus simple de vous reconnaître et ça vous évitera de mélanger vos énergies avec des gens avec qui, en réalité, vous êtes pas sur les mêmes fréquences. Ce qui arrive malheureusement trop souvent. On nous éduque pas à capter nos fréquences, donc du coup, on va se mélanger avec d'autres gens qui n'ont pas les mêmes fréquences. Et ça crée des turbulences un peu de réseau et à un moment donné on se fait du mal, on n'est plus forcément bien parce que ça nous a beaucoup bougé, chamboulé et il faut à chaque fois se réparer, que si on est au courant de d'où se trouvent ces fréquences, sur quelle fréquence on vibre, ben on peut plus facilement du coup rencontrer et trouver les gens qui vibrent sur la même fréquence que nous. C'est vraiment comme ça que j'essaye d'éduquer mes gars en les poussant à se connaître, à se chercher, à s'expérimenter. S'il y a d'abord des gens sur qui vous pouvez vous appuyer pour expérimenter des choses, c'est en premier lieu vos parents, puis ensuite vos frères et sœurs. Mais c'est en vous cherchant vous dans votre fréquence que vous allez pouvoir plus tard trouver qui vibre comme vous quoi. Et pas se jeter dès la prime jeunesse à 15-16 ans de la consommation de la chair. J'aimerais les encourager dans ce sens parce que j'aurais aimé être encouragé dans ce sens-là. D'accord. Du coup, c'est pas tant en fait une éducation au couple pour toi, c'est plus tant qu'ils se connaissent assez bien eux-mêmes, ils iront directement vers des personnes avec lesquelles Exactement. il y a compatibilité. Exactement. On a parlé de ta famille, de tes fils, tu as dit que tu as une grande famille. Est-ce que ta famille est également végétalienne? Est-ce qu'il y a un mix? Est-ce que pas du tout? Comment ça se passe? Il y a un mix. On est quand même pas mal. J'ai une grande famille et on est vraiment pas mal aujourd'hui à être végétalien. D'autres sont végétariens, végétariennes. On est assez pour que dans cette grande famille, on puisse faire de temps en temps des grands repas véganes, des grands repas afro-véganes, je tiens même à préciser. Yes. Ouais, et c'est assez cool de pouvoir vivre ça, d'être une famille congolaise avec pas mal de membres qui sont véganes et végétariennes. Et c'est assez cool parce que du coup, ça inspire forcément ceux qui ne le sont pas à prêter attention à leur alimentation parce que du coup, on discute beaucoup. Peu importe comment on en discute parce que ça peut passer aussi parfois par de la moquerie. Hein, tu vois, c'est pas toujours forcément accepté en mode waouh, c'est trop charmé votre truc. Non, parfois laissez-moi manger ma côte de bœuf et puis de là on part sur des débats, on discute et ça c'est assez cool parce que du coup on peut laisser des graines d'informations qui forcément germent à un moment donné et même si tout le monde ne devient pas vegan tout de suite ou pas du tout, mais ça laisse quand même une petite trace de
ok, je vais faire un peu plus attention parce que j'avoue, quand on compare entre un cousin avec lequel j'ai le même âge et puis moi, il va voir que ah ouais, Dany, il a l'air un peu plus ok dans son corps, il a l'air un peu plus voilà, et ça peut encourager, ça peut déjà encourager, et c'est cool, et c'est cool. Tout le monde n'est pas vegan, mais tout le monde est plus ou moins sensible à la question parce que les véganes et les végétariennes, on en discute assez librement et assez ouvertement, donc c'est cool. Que ce soit normalisé, c'est bien, parce que des fois, c'est même dire qu'on est vegan dans certaines familles, c'est compliqué. Et du coup, toi, tu l'as un peu mentionné en disant parfois avec les personnes qui ont le même âge, tu vois une différence. Donc, vu que tu as une famille avec beaucoup de véganes végétariens et avec d'autres personnes qui ne le sont pas du tout, toi, tu vois des différences, du coup, physiquement, mentalement, entre ceux et celles qui mangent de la viande et ceux et celles qui n'en mangent pas. Clairement, c'est évident, c'est mais même eux le voient, même eux le voient. Après c'est comme tout, c'est le véganisme, c'est qu'en fait c'est qu'une affaire d'habitude finalement. C'est on est tellement habitué depuis gamin à consommer de la viande, du lait, et puis on nous dit partout qu'il faut boire et manger 10 000 produits laitiers, machin, pour être en forme et compagnie. C'est tout plein d'idées reçues, complètement fausses, qui sont à modifier. C'est les habitudes. Les habitudes, c'est jamais simple à changer, mais c'est pas impossible. Du coup, nous, vu qu'on est plusieurs dans la famille, qu'on en discute, chaque année, j'ai à chaque fois l'impression qu'il y a au moins un membre de la famille qui devient vegan ou végétarien ou qui s'engage à passer une année végétarienne ou végane. Donc ça, c'est cool parce il y a aussi des membres de ma famille qui, pendant 1 an ou 2, ont été véganes, bon, se sont remis à en manger à un moment donné. Et puis rien que l'idée d'essayer, je trouve ça énorme et je trouve ça très bien parce que ça fait du bien au corps. Ils le voient, mais les habitudes, c'est une affaire de mental aussi. C'est pas toujours simple même quand tu te rends compte des bienfaits d'une chose, comme les fumeurs de cigarettes, quand ils se rendent compte, après avoir arrêté de fumer pendant un temps, qu'ils retrouvent un peu des facultés de respiration et tout machin, bah même quand ils se rendent compte de ça, il y a un moment donné, ça peut arriver qu'ils vont avoir envie de s'y remettre parce que le cerveau, il est trop conditionné à ce petit plaisir-là, à cette habitude. Mais c'est une affaire c'est une affaire de chacun il fait un peu à son rythme et chacun il fait un peu avec sa volonté. Mais l'idée, c'est de plus ou moins sensibiliser sur le sujet parce que c'est vraiment, vraiment important. Enfin, moi, si ça tenait qu'à moi, si j'étais pas maire d'une ville ou président d'un pays, j'imposerais des mois végétariens, des mois véganes. Sur 12 mois, j'imposerais, allez, peut-être 4 mois véganes. Pareil, où je ferais de la nourriture végane par défaut, c'est-à-dire que tout est vegan et après faut payer beaucoup plus pour ajouter de la C'est viande. ça. Je ferais ça. Et limite, si j'étais à la tête d'une université, parce que je suis prof, c'est ce que je ferais, quoi. L'université végane par défaut, et puis tu payes si tu veux manger plus. Voilà. Et un autre sujet qu'on n'a pas abordé, tu l'as dit au tout début, tu es poète, tu es chanteur, tu es musicien. Il y a un lien entre ta musique et tout ce qu'on vient d'aborder, amour de soi, amour des autres. Tout à fait. Non, tout est lié. Tout est lié en fait. Ma musique, elle est inspirée de mon lifestyle. Mon lifestyle s'inspire aussi de ma vie d'artiste aussi. Du coup, tout va ensemble. Tout va ensemble et ouais. Enfin, j'ai des thématiques. Mes thématiques sont beaucoup portées sur l'amour. Mais l'amour, rien à voir avec de l'amour romantique. Il s'agit surtout d'amour avec un grand A, comme je disais tout à l'heure. Ouais, c'est les thématiques qui font la plupart de mes chansons et c'est ce rapport à l'amour justement, c'est aussi une thématique qui fait partie de ma vie d'homme, d'humain. C'est-à-dire que tout est lié, tout. Quelle place occupe je sais pas si c'est une question un peu difficile, mais quelle place occupe les sons, la sonorité dans la spiritualité? Parce qu'on a un peu parlé des Dlocks, et des fois j'ai l'impression que la musique, en tout cas pour moi, c'est un peu pareil, que les rapports aux cheveux, il y a presque un truc de connexion avec l'intérieur et l'extérieur. Bah ouais, de toute façon, comme on disait tout à l'heure, de toute façon, le rapport à mes dreadlocks, à ma musique, ma musique, c'est voilà, je me sens connecté au tout quand je chante, je me sens connecté à la nature quand je chante, je me sens connecté à mon identité de Kemet, je me sens connecté à mon identité d'humain, je me sens connecté à mon identité d'artiste spirituel. Enfin,
tout est connecté en fait. Il y a même pas de dissociation possible. Tout est connecté. Tout est connecté. Rien ne va sans l'autre en fait. Tout va ensemble. Donc vraiment, la conclusion de ce podcast, c'est un peu tout fait système, du coup. C'est ça. On va arriver vers les questions conclusives, et du coup, dans ce système-là, en fait, si quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se cherche un peu en termes d'alimentation, de mode de vie, et à qui ton rapport à la spiritualité parle? Où est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on se renseigne? Comment on se renseigne? Bah déjà pour se renseigner, il y a ma page déjà Danny Bumba où on peut avoir une idée de ce que c'est que de cette vie un peu où tout fait système. Et puis sinon si on est intéressé par la vie un peu afro-végane, il y a un endroit où c'est très chouette d'y aller pour les jeunes gens qui veulent se familiariser avec le monde afro-végane. Il y a un endroit qui est charmé, c'est le Dja. C'est à Paris, c'est un restaurant et un lieu de vie où il se passe, donc on y mange déjà, mais où il se passe aussi pas mal de choses, pas mal d'événements qui tournent tous autour de l'afro-véganisme, le bien-être et tout ça, le bien-être physique, mental, tout ça. Donc c'est le Dja qui est à Paris dans le 10e, 11 rue des Petites Écuries. Ensuite, j'ai une page où je propose différents programmes pour le bien-être physique. Cette page s'appelle Body Summer, donc c'est un jeu de mots. Donc body comme body en anglais, et puis summer c'est SEUMEUR. Donc il y a sur cette page, je propose différents programmes de sport différents programmes de sport, workout pour du bien-être physique. Il y a une page d'une sœur que j'aime beaucoup, Abena, qui en fait propose justement un parcours et différentes façons de voir l'Afro World. C'est-à-dire que c'est assez cool de pouvoir voir que dans l'Afro World, il y a possibilité de s'émanciper comme on pourrait s'émanciper en Occident, parce que c'est ce qui peut aussi parfois nous faire peur, nous autres en tant qu'afro-descendants, pensant que dans les pays noirs, il n'y a pas possibilité de s'émanciper comme on pourrait le faire ici. Ce qui est, par la page de Abena, on peut voir que justement c'est tout à fait possible. Pour ceux qui veulent, par exemple, commencer le véganisme, il y a la page d'une chef que j'aime beaucoup, qui est accessoirement ma belle-sœur, Eden Afro Veggie. Donc voilà, elle propose plein de recettes vachement simples, vachement bonnes. Voilà, c'est assez cool, de voir ça, et ouais, enfin c'est quelques pages là, on peut se faire un petit tour de ce qui est possible pour découvrir un peu le monde Kemet et vegan, afro-vegan, c'est assez chouette. Et pour aussi un moyen aussi de rencontrer donc ces gens-là, ces gens qui tiennent ces pages, et échanger avec ces personnes-là, et c'est quelques pages là. Parfait, je laisserai comme d'habitude, je laisserai tout ça en commentaire, et également la page de Danny Bumba. Merci beaucoup Danny. Merci à toi. On va se laisser sur une de tes musiques, c'est un titre qui s'appelle Rosa, et ça va être notre musique conclusive. Merci beaucoup d'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conversation. Je veux du temps pour moi, quelques jours par mois. Ce sont mes règles, tu dis que tu veux de moi. Attends 3 mois, tu me diras plus la même. J'ai constaté les mois, tu me donnes chaud et froid. Non, où je m'arrête, l'amour il est sournois. Viens pas sur moi, maman. Je te prévienne, je ne suis pas mieux qu'un autre, mais moi, je croirais en tes rêves.